Donc nous en sommes à la 8e semaine de cours. Et donc on va parler de complexité en temps. Et commencer à parler de NP complétude. Donc l'objectif, je l'ai déjà dit, de ces cours, c'est d'être bien plus précis que le paysage qu'on a vu par la calculabilité. Donc calculabilité, on avait découpé entre ce qui était décidable, semi-décidable et les langages quelconques, mais on se rend compte aussi des preuves et des algorithmes qu'on envisage qui, par exemple, énumèrent toutes les preuves possibles, etc., qu'on n'a pas envie d'appeler ça un algorithme efficace. Donc on a envie d'être plus subtil et plus fin, de considérer les langages décidables. Donc on va se focaliser à partir de maintenant sur des problèmes qui sont clairement décidables, et la question qu'on se pose, c'est de savoir si on peut les résoudre efficacement. Donc on veut une ressource plus fine, et on aimerait parler de temps de calcul. Donc on veut distinguer ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas pour le temps de calcul. Ça veut dire qu'il faut qu'on distingue formellement ce qu'on a envie d'appeler raisonnable, et c'est l'objectif de ce qu'on va faire. Alors, deux exemples qui vont me servir d'illustration dans la suite. Je me donne un graphe G avec n sommets, m arêtes. Je me donne la donnée pour chaque sommet d'une couleur. Donc souvent mes couleurs ici, ça va être bleu, blanc et rouge. Et je veux savoir si cette donnée des couleurs, c'est un coloriage, un bon coloriage du graphe G. Donc je rappelle que ça veut dire qu'il n'y a pas deux arêtes du graphe qui ont les extrémités de la même couleur. Donc là, j'ai un bon coloriage. Si je prends une arête, ici c'est bleu-rouge, donc elles ne sont pas de la même couleur. J'avais évoqué ce problème pour le problème des... lorsqu'on a fait de la logique et des problèmes de coloriage de cartes. Alors, est-ce que ce problème est décidable? Oui. Est-ce que je peux le résoudre efficacement? Oui. Essentiellement, ce que j'ai besoin de faire, c'est de tester pour chaque arête si la couleur est bien distincte. Donc une façon de faire, voici un algorithme écrit en français ou un pseudo-français. Je parcours les arêtes. Si jamais je trouve qu'il y a une arête avec les deux sommets de la même couleur, je mets faux et je retourne le résultat qui est par défaut vrai. Donc si je veux mesurer la complexité de cet algorithme, ça veut dire que je dois fixer une mesure élémentaire. Là, je vais prendre le nombre d'instructions. Et on va supposer que accéder à une arête se fait en temps constant. Bon, on se rend compte que c'est de l'ordre de m, puisque m, c'est le nombre d'arêtes, puisque je parcours chaque arête UV, une fois. Et le nombre d'arêtes dans un graphe, ça reste en fait un grand taux de n au carré. Car le nombre d'arêtes, c'est plus petit que n fois n-1 sur 2. Donc les façons de prendre 2 sommet parmi n, ce qui est plus petit que n au carré. Donc c'est un algorithme polynomial en n au carré. Mon deuxième exemple, c'est une variante du problème. C'est la 3 colorabilité. Je me donne un graphe, et cette fois je ne me donne pas des couleurs pour les sommets, mais je veux savoir s'il y a une façon de les colorier qui utilise au plus 3 couleurs. Donc il y a une façon d'affecter des couleurs au sommet, en choisissant ces couleurs parmi, disons, bleu, blanc et rouge, qui soient correctes, donc qui soient un bon coloriage. Toujours la même propriété, telle que une arête n'est pas les deux extrémités d'une couleur de la même couleur. Et là c'est aussi clairement décidable. Une façon de faire, c'est de tester toutes les façons d'affecter des couleurs à chaque sommet. Il y en a autant que de façons d'affecter 3 couleurs à n sommets, donc 3 puissance n. Et pour chacune, je teste si c'est un bon coloriage. Si oui, je retourne vrai, sinon je retourne faux. Alors, cette étape-là, finalement, c'est exactement le transparent d'avant. C'est mon problème de bon coloriage. Et là, si je veux parler de la complexité de cet algorithme, je vais faire le calcul et voir que, donc en fait, c'est grand taux de n au carré pour l'étape qui est ici, et je la fais 3 puissance n fois. Et donc tout ça, c'est en grand taux de 3 puissance 1 plus epsilon n. Sauf que si je cherche à l'exécuter, c'est ce que je fais là, devant vous, en essayant toutes les possibilités. Donc là, je suis en train d'essayer toutes les possibilités de coloriage. C'est en pratique inutilisable. Parce que 3 puissance n, ça explose très vite.
Et donc la remarque qu'on fait facilement, c'est que c'est très instructif de regarder des fonctions comme n log n au carré, n au cube, 2 puissance n. Bon, j'ai pas 3 puissance n ici. Si n vaut 10, 30, 50, 100, 1000, etc. Et je vais supposer que je suis sur un processeur capable d'effectuer 1 million d'instructions élémentaires par seconde. Bon, j'ai pas remis à jour ce transparent, on est capable maintenant largement de faire ça plus que ça, mais ça reste quand même de cet ordre-là. Mais c'est très instructif de chercher à comprendre, si j'ai un algorithme qui serait en n au cube, quel temps ça prendra au final. Et réaliser que n au cube, par exemple, dès que mon entrée n vaut 10 puissance 5, on est déjà à 32 années. Pour 1 million d'entrées, on est sur 31 710 ans. Et ici, j'ai mis plus l'infini quand ça dépasse 10 puissance 25 années. On se rend compte que ces fonctions-là, de puissance n factorielle n, explosent très très vite. Donc par exemple, j'ai seulement 30 entrées. Pour factoriel n, je suis à 10 puissance 25 années, ce qui montre que c'est juste inutilisable. Donc on se rend compte que vraiment, même n au cube, très vite, c'est inutilisable, même n au carré quelque part. Tout ça pour insister sur le fait que c'est très important d'avoir des complexités les plus basses possibles. Réaliser aussi que des complexités qui peuvent être raisonnables, en fait, explosent déjà. Mais en tout cas, ça justifie cette impression peut-être qu'on peut avoir d'obsession en informatique, de réduire la complexité asymptotique des problèmes. Tout simplement pour obtenir des algorithmes utilisables. Alors, il se trouve que la convention suivante a fini par s'imposer en informatique depuis à peu près les années 70, je dirais. On décide qu'on appelle raisonnable un temps polynomial, c'est-à-dire en grand taux de n puissance k pour un entier k si vous préférez. C'est une convention. Du coup, ce que je veux dire, c'est que si je suis plus précis sur ce qu'on appelle raisonnable, on le remplace par p, polynomial. Donc par exemple, mon problème bon coloriage, mon premier exemple, est raisonnable. L'algorithme que j'ai présenté tout à l'heure pour résoudre la 3 colorabilité n'est pas raisonnable. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que je pourrais résoudre 3 colorabilités de façon raisonnable? Y a-t-il un meilleur algorithme? Eh bien, il se trouve qu'en 2020, on ne sait pas si 3 colorabilités est dans P ou pas. On ne connaît pas vraiment de meilleur algorithme, et en tout cas, on ne sait pas prouver qu'il y en aurait des raisonnables. Alors, pourquoi avoir choisi cette convention? Si vous regardez mon tableau de tout à l'heure, où déjà n au cube, ça explose très vite, c'est clair que c'est considérer que n puissance, disons 1794, c'est clairement pas ce qu'on aurait envie d'appeler raisonnable. Mais c'est une convention comme une autre. On a pris cette convention pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est qu'elle a un gros avantage, elle permet de s'affranchir du modèle de calcul. Donc je rappelle la thèse de Church qu'on a discutée lors de plusieurs cours en calculabilité qui disent qu'en fait on peut faire des algorithmes, les écrire avec une machine de Turing à un ruban, 2 rubans, toutes les variantes. On avait des machines à piles, des machines RAM, des machines à compteur, ce qu'on écrit en Java, en C, en Camel. Tout ça donne la même notion d'algorithme dans le sens où vous pouvez simuler l'un par l'autre. Mais en fait, on peut être plus fin que ça et réaliser que quand on a simulé une machine RAM par une machine de Turing, par exemple, quand on avait T instructions de la machine RAM, le nombre d'instructions correspondantes pour la machine de Turing reste polynomial en T. Et remarquez que pour presque tous les modèles et toutes les simulations dont on a parlé, c'est le cas. T
t instructions de l'un se simulent par un nombre polynomial en t d'instructions de l'autre. Alors, sauf pour un modèle. Sauf pour un modèle, c'est les machines à compteur. C'est pour ça que je le raye ici. Donc, si j'enlève les machines à compteur, c'est vrai. Et ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire que, du coup, ça permet de s'affranchir du modèle de calcul. Parce que si vous avez un algorithme qui fonctionne sur les graphes, qui, disons, est écrit en Java et qui produit un résultat, qu'il fonctionne avec un certain nombre d'instructions T, du coup, vous allez pouvoir le transformer en un algorithme sur une machine RAM et il fonctionnera avec un nombre d'instructions qui restera polynomial en T. Donc si le premier algorithme en Java était raisonnable, celui-là sera toujours raisonnable. Et si la machine RAM, je pourrais aussi la simuler, par exemple, avec un algorithme en Camel, et ça va aussi encore introduire un ralentissement de simuler tout ça en Camel, mais ça restera raisonnable, ça restera polynomial. Je suis en train d'utiliser le fait que les polynômes sont clos par composition. Et je pourrais encore le traduire en machine de Turing, etc. Bref, je peux parler d'algorithme raisonnable, considérer qu'un algorithme est raisonnable sans avoir à préciser dans quel langage, avec quel modèle j'ai implémenté cet algorithme. Et ça, c'est très pratique, et on aime beaucoup, et ça permet de raisonner sur les problèmes de façon indépendante du modèle. Bon, du coup, on peut même aller un peu plus loin, parce que on voit que le temps, finalement, c'est le nombre d'instructions dans chacun de ces modèles, et du coup, puisque ça ne dépend pas du modèle, ce qu'on va faire dans la suite, c'est le faire en prenant le nombre d'étapes sur les machines de Turing. Autrement dit, je prends comme référence les machines de Turing. Dans l'esprit de ce que j'ai fait, en réalité, pour la calculabilité, je le fais pour la complexité. C'était la première raison. Deuxième raison, ça permet aussi de s'affranchir de problèmes de codage. Quand je vous dis que j'ai un algorithme sur les graphes, qui produit un résultat, il faudrait que je vous précise comment j'ai codé mon graphe. Donc la plupart des objets, c'est le cas des graphes, c'est le cas des entiers, etc., peuvent se représenter de différentes façons. Donc par exemple, un graphe, ça peut se représenter par sa matrice d'adjacence. Donc l'idée de la matrice d'adjacence, c'est que je vais représenter une matrice de 0 et de 1, et à l'entrée I, J, en fait c'est une matrice symétrique, je vais coder par 1 le fait qu'il y a une arête entre le sommet I et le sommet J. Ou alors par ce qu'on appelle une liste d'adjacence. Donc une autre façon de coder un graphe, c'est de faire un tableau, s'il y a n sommets, de n listes, et l'idée étant que la ième case de ce tableau est une liste de tous ses voisins, donc de tous les sommets J1, J2, tel qu'il y a une arête entre I et J. Bon, ce qui est clair, c'est que si vous avez une matrice d'adjacence, je peux la transformer en une liste d'adjacence et réciproquement. Mais du coup, l'avantage et la remarque, c'est que transformer une liste d'adjacence en une matrice, ça se fait et ça reste polynomial en la taille de la liste et réciproquement. Du coup, si j'ai un algorithme qui fonctionne sur les listes et qui est polynomial, ça va me donner un algorithme qui est polynomial s'il fonctionne sur les matrices. Parce que passer d'une façon de les représenter à l'autre reste possible en attendant qu'il reste polynomial. L'idée, c'est simplement de transformer la représentation en une autre représentation. Donc si j'ai un algorithme sur les listes, je veux le faire transformer... si j'ai un algorithme sur les matrices et je veux le transformer en un algorithme sur les listes, finalement la complexité, si je prends ma liste, je la transforme sous forme de matrice et j'utilise l'algorithme. La complexité que je veux obtenir, ça va être celle de transformer la liste en matrice, donc de cette première opération, plus la deuxième. Donc la complexité, au final, c'est la somme de ces deux termes. Et si mon algorithme ici était raisonnable, ça veut dire que ça c'était polynomial, j'utilise le fait que les polynômes sont aussi clos par somme et par composition. Donc du coup, ce qui était raisonnable sur les matrices reste raisonnable sur les listes.
Bref, ça permet de s'affranchir des problèmes du codage avec l'idée que tous les codages naturels pour les objets informatiques peuvent se transformer de l'un en l'autre en un temps qui reste au maximum, dans le pire des cas, polynomial. Alors on peut même le pousser un peu plus loin, ce raisonnement, et remarquer que pour les graphes, la taille de la matrice ou la taille de la liste, ça reste aussi polynomial en un paramètre qui est le nombre de sommets n. Donc du coup, le nombre de sommets, c'est aussi une représentation valable et valide de la complexité d'un algorithme sur les graphes. C'est pourquoi souvent sur les graphes, vos complexités sont mesurées en termes du nombre de sommets. Parce qu'on s'affranchit des problèmes de codage, mais dire que l'algorithme est polynomial en le nombre de sommets, ça revient à dire qu'il est raisonnable, quelle que soit la façon de représenter le graphe. Résumons, on peut parler d'algorithme raisonnable sur les objets sans rentrer dans les détails de comment on écrit ces objets. C'est le gros avantage. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on va s'intéresser donc à la classe des problèmes raisonnables, donc la classe P. Donc formellement, P, c'est les problèmes que je résous en un temps n puissance k par un entier k. Donc la notation que j'utilise ici, time, d'une fonction, c'est la classe des problèmes qui sont décidés par une machine de Turing en temps grand O de t de n. Si vous préférez, en fait tout est là, mais si vous préférez que je revienne à ce que ça veut dire, il y a une machine de Turing M qui décide, elle, en un temps grand O de t de n. Si je veux le dire encore pour être plus précis, si cela est, pour tout mot W, M accepte W si et seulement si W est dans M, M refuse W si et seulement si W n'est pas dans L, et ça se fait en un temps grand O de t de n. Donc grand O de t de n, ça veut dire que il y a un entier n0, un entier c, tel que si la taille de l'entrée est au moins n0, je le fais en O plus c fois t de n étapes.